Oui, puisqu'il n'y avait pas de son, c'était juste pour vous dire que j'avais fait une introduction sur les incohérences dans la gestion de la crise, pour dire que c'était plus une gestion de la pénurie avec un mensonge par omission et une façon, je dirais, détournée de dire on n'a pas assez de masques, donc les masques ne servent à rien, pour dire après, eh ben, les masques, ça va être obligatoire au niveau des transports dans le cadre du déconfinement. Et là, il y a eu à la fois une implication des politiques, je pense à Mme Buzyn, qui a abandonné pour aller à la mairie son poste quand même de ministre de la Santé. Et ensuite, par rapport même aux scientifiques, parce qu'il y avait quand même un comité scientifique qui avait été créé au mois de mars et que lui-même déclarait que c'était inutile. Donc, il y avait, on se demandait d'ailleurs si ce conseil scientifique n'était pas aussi politique, hein, parce que je trouve que quand même pour des scientifiques d'évoluer comme ça pour dire après que c'est indispensable, c'était quand même fort. Bon, on a eu ce problème du diagnostic, puisqu'on était toujours en pénurie de diagnostic. Alors, une pénurie très liée à une inertie administrative, puisqu'il y avait des labos, notamment de biologie médicale, qui étaient prêts à le faire, les labos vétérinaires qui étaient prêts à le faire, mais là-dessus, il n'y avait pas les décrets d'autorisation. Donc, on n'avait pas les diagnostics, et je me demande si on aura les diagnostics, d'ailleurs, après le déconfinement, puisqu'on parle de 700 000, j'attends de voir. Ensuite, on avait ce problème de confinement où je trouve qu'on a fait courir des risques à la population parce que comme il n'y avait pas les diagnostics, on a pu créer ce qu'on appelle des clusters familiaux, c'est-à-dire des gens qui étaient porteurs du virus et qui ont contaminé la famille. D'ailleurs, on l'a vérifié après, puisque pendant la phase de confinement, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés dans les hôpitaux parce qu'ils avaient été contaminés dans le cadre du confinement. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la mise à l'écart des médecins, et notamment de la médecine libérale, puisqu'ils ont été un peu shuntés dans la mesure où c'était le 15 qui décidait si, en fonction des symptômes, on amenait les gens à l'hôpital ou ils devaient rester chez eux en prenant du Doliprane, parce que c'était ça le traitement. C'est-à-dire, c'est une grippette en quelque sorte au début, et si vous prenez du Doliprane et que ça passe, eh bien, tout ira bien. Sinon, vous allez à l'hôpital. Donc, la médecine générale n'a pas pu jouer son rôle d'aide, de diagnostic et même de traitement. Et moi, la question que je posais, c'était un peu faire l'analyse de la gestion de la crise, et puis en même temps, d'expliquer le sujet du traitement. Parce qu'on parle beaucoup des vaccins, mais si on veut répondre à cette crise, c'est quand même les traitements dans les médias. Et les traitements, il y a eu le protocole du professeur Raoult, qui a été fortement critiqué. Donc, je voudrais, parce que vous avez fait des articles là-dessus qui sont très intéressants. Et en même temps, il y avait d'autres médecins qui donnaient plusieurs types d'antibiotiques et qui ont été vraiment rabroués par l'ordre de la médecine. Donc, on s'aperçoit que le médecin, maintenant, on dirait qu'il n'a plus la liberté de prescrire. Il y a un serment d'Hippocrate qui existe, qui est de trouver des solutions pour ses patients, et on dirait qu'on veut shunter maintenant le corps médical et notamment les médecins. Alors, je vous repose la question. Comment vous analysez cette crise et que pensez-vous de ce protocole du professeur Raoult en fonction des études qu'il a fournies? Et puis j'ai vu qu'il y avait deux grosses études, la sienne avec 2000 patients, et puis aussi il y a une étude brésilienne qui avait confirmé l'étude du professeur Raoult. Voilà, la parole est à vous. Et merci d'être là parmi nous. Mais merci beaucoup, merci à vous aussi de m'avoir invité. Alors, pour commencer, un petit mot donc, sur comment j'ai commencé cette enquête. Ce n'est pas pour le plaisir de parler moi, mais c'est pour que les gens comprennent bien la démarche. Donc, je suis sociologue des questions de sécurité, donc on a l'habitude plutôt de m'entendre parler délinquance, police, justice, etc. Il se trouve que depuis 1 an et demi à peu près, j'ai fait évoluer beaucoup mes objets d'études pour m'intéresser maintenant à la délinquance en col blanc, à la criminalité des élites. En particulier, je me suis intéressé à la délinquance environnementale. J'ai travaillé sur la question des pollutions industrielles, sur la question des pesticides.
où j'ai rencontré donc l'importance des groupes industriels et le fait qu'ils pénètrent jusque dans la sphère scientifique, hein, en suscitant eux-mêmes des études, des contre-études, des expertises, des contre-expertises. Bref, il y a tout un tas d'enjeux et de travaux déjà bien établis là-dessus. Donc c'est une des choses qui a fait que je n'étais pas complètement étranger quand même à ça. Ensuite, comme citoyen, j'ai été, comme tout le monde, témoin de cette crise et de la gestion politico-sanitaire de cette crise. Et comme tout le monde, j'ai assez vite compris ce que vous avez résumé tout à l'heure, à savoir que le confinement général, c'était une mesure qui masquait en fait l'impréparation générale et qu'on peut voir sur à peu près toutes les questions, la question du dépistage, la question des outils de protection, les masques et autres, mais également la question du traitement. Voilà. Alors, c'est le lien avec la polémique Raoult, et c'est ce qui actuellement, mais c'est en train d'évoluer quand même depuis 2-3 jours, mais c'est ce qui jusqu'à présent a été quasiment impensable, impensé et impossible à faire entendre, à savoir que c'est un autre des aspects de cette calamiteuse gestion politico-sanitaire dont il faudra tirer les leçons, le bilan, etc. Par la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2 mots ? Vous le savez, le 11 mars, le gouvernement crée un comité scientifique pour conseiller le gouvernement. Il créera par la suite un deuxième comité, le CARE. Bon. Mais dans un premier temps, il crée ce comité scientifique dans lequel il y a une série principalement, mais pas exclusivement, de médecins, dont le professeur Raoult, qui dirige à Marseille un institut hospitalo-universitaire qui emploie plusieurs centaines de personnes et qui est par ailleurs une des personnalités scientifiques les plus connues dans le monde, sur la question des virus, qui en a lui-même découvert plusieurs, etc. Bon, bref, voilà. Alors, je dis ça tout de suite parce que pour un ensemble de raisons que je vais résumer rapidement, mais il y aurait de quoi faire, et je ferai d'ailleurs un livre entier, mais pour un ensemble de raisons, le débat, à peine ouvert, s'est vite refermé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Raoult démissionne au bout de quelques jours de ce conseil scientifique. On comprend rapidement que c'est parce qu'il a fait une proposition de traitement médical, qui est une proposition en fait très simple, on y reviendra peut-être, et cette proposition est refusée. Voilà, on saura le détail, on ne sait pas exactement qui, mais est refusée en gros. Donc il démissionne et quelques jours plus tard, non seulement son travail est officiellement, publiquement rejeté par le Conseil, par le ministre de la Santé, mais par ailleurs, le ministère de la Santé publie également un décret, vous l'avez évoqué, qui, en plus de ça, interdit aux médecins de ville de prescrire. Et en particulier de prescrire évidemment le protocole du professeur Raoult, mais de prescrire de manière générale, pour le réservant à la médecine hospitalière. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 points de départ de mon enquête. Ce sont 2 choses qui sont très étonnantes si on veut bien réfléchir tranquillement. Les 2, qui sont très étonnantes et qui sont, à certains égards, uniques dans le monde, parce que si on veut réfléchir comme toujours, il faut faire des comparaisons, il faut sortir un peu de l'aspect franco-français. Nous ne sommes pas le centre du monde, nous ne sommes pas les meilleurs du monde, il faut quand même aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et quand on parle, ce que je fais évidemment beaucoup depuis un mois avec des collègues étrangers, les gens sont assez sidérés. D'une part, qu'on puisse traiter M. Raoult comme un vulgaire charlatan, et d'autre part, qu'on puisse interdire aux médecins de prescrire. Dans la quasi-totalité des autres pays du monde, ça n'est pas le cas. Bon. Donc ce sont 2 choses qui étonnent. Et je rappelle souvent que la science, ça commence avec l'étonnement. La philosophie, jadis, la traduction aujourd'hui, c'est la science. Voilà. Donc moi, j'ai commencé tout simplement à travailler un petit peu sur ce sujet. Alors ça supposait, et par la suite, j'ai été rejoint, et aujourd'hui, c'est une équipe de 10 personnes en fait, qui travaillent avec moi, dont la moitié de médecins. Alors pour pouvoir enquêter, ça supposait de passer en fait le cap, le cap auquel malheureusement 90% des gens qui font le débat public en France sont restés bloqués en réalité. C'est le cap qui consiste à s'intéresser uniquement et à fermer le débat uniquement quand on a regardé la personnalité de ce monsieur Raoult, de ce monsieur Didier Raoult. Voilà. C'est l'erreur de base. C'est ce que j'appelle l'erreur people, que font l'immense majorité des journalistes, mais aussi l'immense majorité des élites intellectuelles. C'est le côté people, malheureusement, dans tout ce que ça a de dérisoire. Mais la plupart des gens s'arrêtent là, considèrent que ce n'est pas sérieux ou que ce monsieur est un charlatan,
ce qui est incroyable encore une fois, si on va voir son CV, etc. Mais et que c'est fini, et qu'à partir de là, la question est terminée au fond. Alors ce qui est dramatique évidemment, de s'interdire de penser, c'est tout à fait dramatique. Donc moi j'ai rapidement passé ce stade-là. Il m'a semblé que c'était pas le problème. Mais pourquoi est-ce que c'est si important ? Il y a, pour beaucoup de gens, je dirais qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent. Bon, d'abord c'est une façon simple. Et c'est toujours agréable, sans doute, beaucoup de gens, de penser qu'on peut simplement régler une question. La réalité, malheureusement, est complexe, et c'est rarement noir ou blanc. Bon, c'est simple. Ensuite, pour beaucoup de gens, c'est confortable politiquement. Pourquoi ? Parce que M. Raoult a, à tort ou à raison, la réputation, ou est plutôt classé politiquement à droite, parce qu'il a tenu longtemps un blog au journal Le Point. Il est par ailleurs, quand on voit, il a fait très vite, il a reçu des soutiens politiques qui sont marqués à droite, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône, le département, dans les Alpes-Maritimes, pas loin, M. Estrosi, etc. Donc très vite, tout ça a été classé à droite. Quand on va voir les réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont eux-mêmes assez marqués politiquement, voire même à l'extrême droite. Donc pareil, tout ça contribué pour la majorité des élites intellectuelles, journalistiques qui sont plutôt marquées à gauche, ça contribuait fortement là aussi à diaboliser le personnage, enfin quelqu'un de bon, voilà. Ce qui d'une part est une erreur sur le personnage, qui est plus compliqué que ça, beaucoup plus compliqué que ça, en particulier qui est tout à fait antiraciste par exemple, de façon extrêmement vive. Bon, en fait c'est plus compliqué, mais de toute façon c'est pas le problème, c'est toujours la même chose. On s'arrête là alors que c'est pas le problème. Ce qui est intéressant à discuter, c'est en fait sa posture de médecin. Parce que ce qu'on comprend assez vite, si on dépasse toutes ces questions émotionnelles, people, etc., pour regarder froidement, lucidement les choses, on comprend vite que ce qui fait l'intérêt de sa proposition et ce qui fait le très grand soutien qu'il a dans la profession médicale, en France, il y a 225 000 médecins à peu près, on comprend assez vite que c'est sa posture médicale. Sa posture consiste à dire « je dépiste, je traite », et je traite tout de suite, dès que j'ai dépisté positivement, je traite tout de suite avec des médicaments qui sont simples, qui sont pas chers, qui sont dans le domaine public, et qui permettent de, réduire la charge virale, ce qui est donc son protocole, qui est une voire maintenant une trithérapie, ça associe un antiviral, l'hydroxychloroquine, un antibiotique, et comme beaucoup de médecins l'ont vite conseillé, et je pense qu'ils l'ont intégré à Marseille, de mettre également du zinc, parce qu'il est connu pour ses propriétés de démultiplication des effets des médicaments précédemment évoqués. Donc c'est cette ou trithérapie qu'on applique surtout dès le début, puisqu'il est par ailleurs écrit depuis longtemps dans les documents de l'OMS, de même que dans les documents de Santé publique France, que lorsqu'on veut traiter une pandémie grippale, il est important d'utiliser dès le début, dès les premiers signes, ce type des médicaments antigrippaux, celui-là ou d'autres. Il y en a un certain nombre. Voilà. Donc ce sont des choses qui en fait sont basiques. Monsieur Raoult a dit il n'y a pas longtemps dans une vidéo, c'est très juste, il a dit au fond, moi je proposais, je ne sais plus quelle est sa formule, c'est pas un truc à 4 sous, mais un truc bête comme chou, voilà, un truc bête comme chou, c'était sa formule, pour dire qu'il propose des choses qui en fait sont absolument banales, n'ont strictement rien d'incroyable. Donc tous ces flots de commentaires et d'articles de médias sur le type qui aurait eu tout d'un coup une intuition incroyable, pas du tout, qui proposerait un remède miracle, on lit ça dans la moitié d'articles de presse, c'est une bêtise énorme, c'est une construction médiatique. Il ne s'agit ni d'un remède miracle, ni d'une intuition magique, divine, ou ne sais quoi, pas du tout. Il s'agit de mettre en œuvre des choses simples qui sont, je dirais, tout à fait banales en termes de traitement des épidémies virales. Voilà. Donc si encore une fois on se débarrasse de tout ça, on regarde cette posture, on comprend ça, on comprend mieux évidemment le succès local que ça a pu avoir. Bon, voilà, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est donc cette question de la liberté de prescrire. Je le disais, c'est tout à fait essentiel de sortir de France pour comprendre à quel point c'est tout à fait incroyable et unique pour nos collègues et amis étrangers. Donc voilà, ce sont les deux choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Donc j'ai commencé à partir de là, d'une part, et bien évidemment, à me mettre à niveau pour pouvoir lire la littérature médicale. Ce n'est pas mon champ de recherche habituel. Ça suppose d'apprendre tout un tas de choses. Donc heureusement qu'il y a toute cette équipe de médecins autour de moi sans laquelle je pourrais pas. Donc on a plongé dans cet univers. On a effectivement fait du coup une revue de littérature, fait le tour des études et qui nous a permis de découvrir au fond
Au fond, trois choses pour résumer. La première, c'est que, bizarrement, la réponse des pouvoirs publics en France consiste à dire nous lançons par ailleurs des grands tests français et puis un test européen et il faut attendre de voir ce que donneront ces tests qui, eux, respectent un certain nombre de méthodes sur lesquelles on va revenir pour faire quelque chose. Or, quand on va voir dans le détail, qu'on analyse ces études et ces tests, on s'aperçoit qu'aucune ne teste véritablement le protocole Raoult. Ce qui est quand même très, très, très surprenant. C'est incroyable, ça, d'ailleurs. Moi, quand j'ai regardé les études, que ce soit e-Covid, Covidoc et Discovery, ils ne respectent pas le protocole de Raoult. Soit ils prennent que de l'hydroxychloroquine, soit c'est l'azithromycine, ou soit c'est surtout pas en prévention. Vous voyez, quand on a les premiers symptômes, mais c'est dans les cas graves. Et là, le professeur Raoult disait, mais c'est trop tard, puisque la charge virale, là, n'existe plus. Et c'est surtout que là, il y a des problèmes respiratoires avec ce qu'on appelle l'orage cytokinique, qui fait que c'est d'autres médicaments là qui doivent suppléer à ça. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le conseil scientifique, les experts qui font partie de ce conseil scientifique n'analysent pas les études qui sont données. Et puis la deuxième interrogation, c'est que même si ce n'est pas randomisé, là on était dans l'urgence. On était, comme disait notre président, on était en guerre face à un virus. Comment l'État ne peut pas dire, eh bien, on peut tester en prévention avec ce traitement, et puis là, quand même, on avait des éléments, puisqu'il y avait moins de morts. Et vous avez fait un article sur, justement, les Bouches-du-Rhône qui montre qu'il y a moins de morts dans ce département que dans d'autres départements français qui sont touchés par cette épidémie. Donc, vous voyez, ce qui me surprend et ce qui m'affole d'ailleurs, c'est le manque par des scientifiques d'analyser ces protocoles, de voir les résultats. Vous voyez, en mettant de côté le professeur Didier Raoult, qui est autre chose, pour dire eh ben, dans l'urgence, pratiquons ça, parce que là, on a quand même des résultats. Même si ce n'est pas parfait, mais au moins, c'est mieux que de ne pas donner de traitement. Alors, c'est effectivement ça qui est tout à fait surprenant. Et c'est ce qui fait, encore une fois, je le redis aujourd'hui, le décalage qui existe entre le discours dominant du débat public, tel qu'il s'exprime dans les médias et dans tous les supports d'expression et parmi les élites intellectuelles, et par ailleurs, la réalité, ce qui se pratique chez les médecins. Parmi les 225 000 et quelques médecins français, ou quand on suit, et là aussi, assez vite, on peut se repérer parmi les quelques revues, les quelques sites, les blogs qui sont les plus suivis, etc. Il y a là tout un univers de praticiens dont on voit petit à petit surgir tous ceux qui disent non, cette chose-là est à la fois, cette interdiction et cette position du gouvernement est à la fois intellectuellement incompréhensible, et qui disent évidemment tous, elle est par ailleurs moralement inadmissible. Car notre métier, notre serment d'Hippocrate, c'est de soigner les gens. Donc dire aux gens, si vous avez le virus, mais que vous n'avez pas de signes graves, allez acheter du Doliprane et restez chez vous. Si ça empire, appelez le 15 et vous serez hospitalisé. C'est pour eux qui est quelque chose de tout à fait impensable, inconcevable et moralement intenable. Voilà. Alors effectivement, on en est quand même arrivé là. Alors encore une fois, il est trop tôt pour savoir exactement ce qui s'est passé. Faire la part entre les querelles d'ego, faire la part entre la fuite en avant, quand on a décidé quelque chose et qu'on veut à tout prix montrer qu'on avait raison et qu'on ne peut plus revenir en arrière, etc. Il y a certainement de ça aussi. Il y a un certain nombre de gens qui doivent bien savoir qu'ils ont fait une erreur majeure, mais qui évidemment ne veulent pas le reconnaître, veulent cacher, etc. Parce que ça pourrait avoir une dimension presque un peu de scandale dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc on préfère le cacher, on met des solutions d'attente, on dit qu'on lance des études et qu'on attend les vraies études pour être sûr que... alors même que non, il y a urgence. C'est évidemment maintenant que les gens meurent et dans 2 mois, 3 mois, 6 mois pour certaines études, voire plus, ce sera terminé et on sera bien, ça nous fera une belle jambe. C'est comme ce que je raconte pour la vidéosurveillance avec les attentats. Les caméras n'ont jamais empêché un seul attentat. Ça fait juste que une fois que tout le monde est mort, on en a les images. Ça nous fait une belle jambe, vous voyez. Bon, voilà, c'est un petit peu le même, malheureusement, c'est un petit peu la même chose. Alors, en travaillant néanmoins sur la question, il y a une autre hypothèse qui a surgi,
qui est que dans cette affaire, il y avait aussi la question des intérêts des laboratoires pharmaceutiques. Sujet qui vous préoccupe depuis tant d'années, raison pour laquelle nous sommes entrés en contact, et c'est l'occasion de saluer votre travail opiniâtre sur ces questions-là. Je m'empresse de dire, au cas où certains seraient tentés d'évacuer la question, ça n'a rien de complotiste, encore une fois. Ce sont des choses qui sont extrêmement connues dans tout un tas de domaines. On a parlé tout à l'heure des questions environnementales, on pourrait parler des questions de l'agroalimentaire. Bref, tout ça est très connu. Il y a des travaux scientifiques aussi tout à fait là-dessus. Rien que dans mon domaine, en sociologie, encore récemment, je le citais au début de mon article, mon collègue Quentin Ravelli qui a fait un livre tout à fait passionnant là-dessus. Donc bref, il y a tout un tas de travaux qui depuis très longtemps documentent le fait qu'on est là face à un de ces grands secteurs industriels qui sont parmi les plus rentables du monde actuellement, le secteur pharmaceutique, qui ont des stratégies pour vendre leurs produits, qui ont des stratégies globales et qui dépensent chaque année des centaines de millions d'euros pour faire, s'il fallait résumer en un mot et aller très vite, pour faire du trafic d'influence en réalité, c'est-à-dire pour convaincre par tous les moyens de plus en plus de personnes de soutenir leurs projets commerciaux. Et aussi étonnant que ça puisse paraître pour des personnes qui seraient pas au courant de ça et qui penseraient que la santé est quelque chose d'un peu sacré qui échapperait. Non, pas du tout. La santé n'échappe pas du tout. C'est même au contraire un des secteurs où sans doute ce lobbying des industriels est le plus puissant en réalité. Il a pénétré jusque dans le monde de la recherche, le monde scientifique, puisque une des façons évidemment majeures pour les laboratoires d'essayer de faire valider leurs produits, c'est de dire qu'il est prouvé scientifiquement qu'il marche. Donc pour ça, les laboratoires financent directement et indirectement des chercheurs eux-mêmes. Voilà. C'est tout le problème de forme. Ce que je dénonce dans le bouquin là, sur le racket des laboratoires pharmaceutiques, parce qu'ils achètent tout le monde. Mais je voudrais qu'on revienne sur un peu l'historique. Donc le protocole de Raoult, nos élites et le conseil scientifique disent que c'est un charlatan, que ce protocole, il n'y a rien qui permet de dire qu'il marche. Et de suite, ils partent sur des études qui devraient normalement confirmer ou infirmer ce protocole. Je pense à l'étude du CHU d'Angers, dont un des responsables est un adversaire notoire du professeur Raoult. Je pense au Covidoc du CHU de Montpellier et je pense à Discovery, qui est la grande étude européenne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces études ? Oui, alors ce sont donc les arguments derrière lesquels se réfugient beaucoup de gens pour dire, voilà, quand il y aura des grandes études, on verra bien. Alors, en deux mots, oui, bien sûr, e-Covid, donc effectivement, c'est l'étude qui a été lancée, qui est pilotée au CHU d'Angers, qui a été lancée le 31 mars. Dont on ne sait pas quand est-ce qu'on aura des résultats, qui respectent le canon scientifique de l'evidence-based medicine, on y reviendra tout à l'heure, donc les études randomisées en double aveugle, etc., qui en théorie doit inclure 1300 patients, c'est comme ça qu'il a annoncé, et qui est effectivement porté par une équipe, et en particulier un médecin qui a fait des déclarations assez fracassantes dans la presse pour marquer son anti-raoutisme, on va dire, voilà, ce qui était étonnant, encore de la part d'un chercheur qui va diriger une grande étude. Et une étude qui prétend, je le cite, clore de manière définitive le débat sur ces questions. Pour l'instant, évidemment, on n'en sait malheureusement rien du tout. Voilà. La deuxième étude... Et surtout, voilà, elle ne testera que l'antiviral et pas l'antibiotique, l'hydrochloroquine et pas l'azithromycine. Voilà. La deuxième étude, Covidoc, qui est la plus tardive, elle a démarré le 11 avril. Certains disent que c'est à la suite d'une intervention du président de la République, qui était allé visiter, on s'en souvient, 2 jours avant, M. Raoult à Marseille. Donc, cette étude est pilotée, elle, par le CHU de Montpellier. Elle annonce des résultats pour le mois de septembre, vous voyez. Donc, elle va bien tester l'association entre l'antiviral et l'antibiotique,
mais pas aux mêmes doses que celles qui sont à Marseille, et pas en prévention, encore une fois, comme c'est le. Bon, donc il y a un aspect qui ressemble, mais c'est toujours pas le protocole exactement en réalité. Bon. Ensuite, il y a l'essai européen Discovery, dont la presse commence à se rendre compte ces derniers jours que c'est pour l'instant un fiasco total, hein, c'est-à-dire que personne n'a pris au sérieux manifestement en Europe cette proposition française, qui est portée par un des médecins membres du conseil scientifique et qui cumule avec le CAIR d'ailleurs également, qui est un de ceux qui a manifestement le plus de liens d'intérêt avec un laboratoire qui propose une autre molécule, on y reviendra tout à l'heure, hein, donc c'est évidemment à mon avis très suspectable et critiquable. Et puis, de toute façon, il n'y aura pas d'études Discovery, puisque je crois qu'à part le Luxembourg, aucun pays n'a contribué. Enfin voilà, c'est manifestement un fiasco total. Il y a encore d'autres études. Hein. Il y en a une qui a été lancée évidemment par l'OMS. Là aussi, fin mars, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura les résultats. Donc, ce n'est pas sur ce genre pour l'instant, d'études qu'on peut se faire un avis, mais en attendant, il y a quand même toute une série d'autres études qu'on peut trouver évidemment dans la littérature médicale, alors qui souvent elles ont été faites encore une fois récemment, hein, presque dans l'urgence, elles aussi. Elles sont pour l'instant au stade de ce qu'on appelle des préprints la plupart du temps, c'est-à-dire que l'article a été soumis à une revue, mais il n'a pas encore été évalué par les pairs, qui est notre processus de production scientifique ordinaire. Hein. On soumet un article à une revue, il y a un comité qui, de manière anonyme, va lire nos articles et dire ce qu'il en pense, demander des modifications, vérifier qu'on ne raconte pas des sottises, qu'on a respecté la méthodologie, qu'on a lu la bibliographie qu'il fallait, etc. Bon. Donc ce sont pour la plupart des préprints. Mais il y en a quand même un certain nombre, avec certains qui respectent effectivement le protocole Raoult, et puis d'autres qui testent tel ou tel aspect. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a effectivement il y a une étude brésilienne qui est intéressante. Et puis il faut rappeler qu'il y a l'étude, il y a les travaux de l'équipe de Marseille, de l'équipe de Raoult. Là aussi, comme je disais tout à l'heure, de même que pour des clivages politiques qui n'ont pas lieu d'être ici, il y a une paresse intellectuelle aussi pour beaucoup des élites françaises qui consiste à être resté bloqué toujours au 15 mars, hein, c'est-à-dire avoir regardé la toute première étude qu'avait sorti l'équipe de Marseille, qui était encore sur un petit nombre de patients. Hein. Ils avaient eux-mêmes tout de suite commencé à traiter les gens qui se présentaient à leur porte, et ils n'en avaient pas encore beaucoup. Mais il y en a eu deux autres depuis. La dernière, quand même, porte aujourd'hui, c'est une cohorte de 2000 patients qui est suivie à Marseille. Ce qui en fait la plus grosse cohorte d'études du monde entier à l'heure actuelle. Voilà, alors les gens, encore une fois, sont restés bloqués au 15 mars, donc depuis ça, ils n'entendent plus rien, ils ne sont même pas allés voir. C'est tout à fait, c'est encore une fois une paresse intellectuelle qui est dramatique. Mais non, donc on a cette étude. Alors c'est peut-être le moment de dire que la différence entre ces études celles qui ont aujourd'hui les résultats les plus forts, et puis toutes les autres, il y a une différence méthodologique dont il faut dire un mot aux gens qui nous écoutent, parce que les journaux en parlent beaucoup la plupart du temps sans savoir de quoi ils parlent, évidemment, hein, ils répètent des choses, donc il faut expliquer de quoi il s'agit. Il y a au fond un conflit ancien, hein, au sein de la recherche médicale, que pour aller vite, on va résumer entre une opposition entre ce qu'on pourrait appeler de la recherche clinique et par ailleurs cette fameuse evidence-based medicine qu'on pourrait appeler de la recherche mathématique, en quelque sorte. Alors, c'est quoi l'histoire? La plus ancienne, c'est la recherche clinique. C'est-à-dire un médecin, que ce soit d'ailleurs dans un hôpital ou en clientèle de ville, un médecin suit des patients sur une maladie précise. Il a une cohorte de ses propres patients et pour traiter cette maladie ou tel symptôme de cette maladie, il utilise tel médicament et il voit ça marche pas. Bon, c'est un côté empirique. Bon. C'est au fond ce qu'on fait à la base à Marseille, c'est ce qui se passe à l'IHU de Marseille, sauf que c'est fait par toute une équipe qui contrôle tout un tas de paramètres et pas un seul, et qui a aujourd'hui donc 2000 malades. Bon. Et ce sont leurs malades.
Donc on parle là d'études dans lesquelles les médecins parlent de leurs malades, des gens réels qu'ils connaissent, qu'ils suivent, qui peuvent aller voir, qui ne sont pas simplement un numéro sur un papier, qu'ils peuvent aller voir dans leur chambre, etc. De l'autre côté, il y a ces études scientifiques qui sont aujourd'hui, qui ont pris le pouvoir très clairement dans la production, dans le champ de la production scientifique, qui depuis une vingtaine d'années en fait ont petit à petit pris le pouvoir, où le patient n'est pas une personne réelle que le médecin connaît. C'est un cas, c'est une petite croix dans un tableau, c'est une unité mathématique, une unité statistique en réalité. On peut se mettre, comme c'est le cas dans plein d'études encore récentes, on peut se mettre par exemple, se grouper à 50 médecins de 50 pays différents, qui amènent chacun 4 patients, par exemple, qui sont allés chercher dans un service d'un autre de leurs collègues, qu'ils ne connaissent pas, qui ne suivent pas nécessairement. Ils peuvent amener chacun 4 patients, donc ça nous fait 200 patients. On les met tous au même niveau, ce sont tous des unités statistiques. On crée 2 groupes, un groupe à qui on va donner telle molécule. Ce sont des choses simples, binaires. On veut tester ce qu'on appelle les essais thérapeutiques, et ce sont les laboratoires qui ont amené ça dans la science massivement. Donc on va tester l'effet de telle molécule. Donc on crée 2 groupes, un groupe à qui on donne cette molécule, un autre qui est suivi avec le traitement ordinaire ou à qui on donne un placebo. On va tirer au sort, attribuer de manière aléatoire les individus dans les groupes, c'est la randomisation, random, hasard, et puis on va regarder au bout d'un temps X qu'on fixe dans le meilleur des cas, on va regarder ce qui se passe. Voilà. Donc vous voyez la différence qui est tout à fait. Il y en a une qui est fondamentalement, la deuxième, c'est une méthode mathématique, alors qu'il y a d'un point de vue d'administration de la preuve en termes purement statistiques, qui a une puissance supérieure à la première, c'est certain, mais qu'il y a aussi de grosses carences. On ne peut tester que des choses très simples. On ne connaît pas vraiment les individus. On peut facilement tricher avec un certain nombre de choses. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans le détail, mais voilà, la question de qu'est-ce qu'on fixe comme point de sortie, bon, il y a un tas de détails. Bon, mais bref, ça a une puissance mathématique incomparablement supérieure, c'est certain. Et puis de l'autre côté, il y a cette méthode clinique, empirique, qui consiste à suivre des gens et des médecins qui parlent de leurs propres patients. Voilà. Alors, l'intérêt de la première, s'il y a très peu de patients, évidemment, il est très faible. Par contre, quand on arrive à une cohorte de 2000 personnes comme à Marseille, c'est des choses qu'on ne peut pas dégager d'un revers de la main. Voilà, ce ne serait pas honnête, évidemment, de le faire. Mais il y a ce conflit de méthode qui est là, très certain. Je l'ai documenté sur mon blog en interrogeant d'autres médecins qui sont ni les copains des autres, ni les copains d'un tel, machin, et qui expliquent très bien ça, et qui expliquent aussi comment, malheureusement, les laboratoires pharmaceutiques sont rentrés, ont généralisé, développé ces recherches mathématiques à travers le test de leurs produits, donc le test de telle ou telle molécule, en finançant les études des médecins qui sont payés pour ça, qui sont payés au nombre de patients, faut le savoir, qui peuvent être payés plusieurs milliers d'euros par patient. C'est comme ça que ça fonctionne. Très bien payé. Oui, très bien payé. Les contrats. Justement, parce qu'on en est là, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est de prendre l'exemple du remdesivir, qui lui est une molécule qui provient des laboratoires Gilead. Et là, je trouve ça assez intéressant de voir que les 2 études qu'ils ont faites, la première entièrement financée par Gilead, qui montre que ça peut avoir une action dans les cas graves. On n'est pas en prévention, là, on est après dans les cas graves hospitalisés. Et puis l'étude chinoise sur cette même molécule qui dit qu'aucun effet. Eh bien, malgré tout ça, la FDA, qui est l'équivalent de l'Agence européenne des médicaments aux États-Unis, a donné l'autorisation d'utiliser cette molécule. Donc là, ça va très vite. Et derrière, on voit qu'en France, il y a beaucoup d'experts qui parlaient pour dénigrer le protocole de Raoult et qui disaient mais il y a plein de molécules qui arrivent, il suffit de quelques semaines pour avoir le médicament miracle. Alors, vous avez beaucoup travaillé là-dessus et je voudrais que vous parliez un peu de ces conflits d'intérêts parce que il faut quand même que les gens comprennent que quand un expert parle, il faut savoir par qui il est financé et quels sont ses conflits d'intérêts. Parce qu'en général, il n'a pas la parole libre. Moi, je l'ai vécu, mais alors sur énormément de médicaments. Et je me dis que
Vous voyez, tout le retard qu'on a pris, eh bien, on aurait pu éviter en France des morts. Parce que tout à l'heure, on va comparer dans les différents pays européens et la France est un des pays avec l'Espagne, l'Italie et la Belgique où il y a énormément de morts par rapport à la population. Et là, je trouve qu'on aurait pu éviter des morts. Donc, ces histoires de conflits d'intérêts sont en train euh, d'avoir des conséquences, vous voyez, sur la santé et sur la vie des gens. Et je trouve que, et en utilisant son chapeau d'expert, mais ce n'est pas des experts objectifs, quoi. Oui, alors on arrive sur ce qui est un des cœurs du sujet, un des cœurs du débat, un des aspects évidemment les plus désespérants aussi, faut bien dire de ça. On va savoir effectivement, allons-y, les conflits d'intérêts majeurs en fait qui se cachent dans cette histoire. Alors il y a, encore une fois, chacun est libre d'interpréter après les choses. Qui pêche par naïveté, qui est vraiment intéressé. Qui même a plus ou moins organisé de longtemps tout ça. Bon, je prétends pas avoir le fin mot de tout ça. Je suis ni naïf ni complotiste. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas, encore une fois, l'honnêteté intellectuelle interdit absolument de minimiser ce qui se passe là. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a plusieurs autres médicaments ou molécules potentielles promues par les laboratoires pharmaceutiques. Il y en a surtout une qui s'appelle le Remdesivir, qui est la molécule d'un laboratoire pharmaceutique dont on va parler un petit peu, qui s'appelle Gilead Sciences, qui est un laboratoire américain, qui est un des principaux laboratoires pharmaceutiques du monde entier, qui est celui qui est le plus agressif, on dirait, en termes financiers ces dernières années, Gilead Sciences, qui a réussi en quelques années, parti de pas grand-chose, à devenir un des plus influents du monde, surtout évidemment, principalement aux États-Unis, qui a une stratégie de lobbying très bien organisée, qui se déploie partout, y compris en France, vis-à-vis du monde médical, vis-à-vis des parlementaires. Il y a des outils d'ailleurs, tout ça ne sort pas nulle part et ne sort pas de mon chapeau. Il y a ces outils que vous connaissez évidemment bien, vous aussi, Madame Rivasi, qui sont les outils de transparence mis au point, alors qui ne sont pas faciles à manier, mais enfin, il y a tout un tas aussi d'associations et de sites militants qui ont beaucoup permis si on veut connaître l'information, de l'obtenir, et qui permettent très précisément, dans la limite de l'honnêteté des déclarations évidemment, de savoir qui a touché combien d'argent, de qui à telle occasion. Bon, donc la stratégie pour ces laboratoires, c'est d'organiser des congrès, de payer les voyages et tous les frais aux médecins, ça c'est à minima. Si on va plus loin, c'est ensuite de les faire participer à des réunions d'experts, à des boards où on va payer les gens 1 500 € la journée pour leur présence à ça, et c'est-à-dire commencer à les intégrer même à la stratégie de l'entreprise en réalité. Donc commencer à les mouiller en fait véritablement petit à petit jusqu'au cou. Voilà. Alors, jusqu'où ça va, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que, y compris dans ce fameux conseil scientifique, plusieurs personnes ont très clairement été ces dernières années financées dans leurs travaux par ce laboratoire, et ont donc des conflits d'intérêts qui sont tout à fait évidents. Donc ce laboratoire, c'est, on l'a dit, un des plus gros du monde. Il a aussi cette caractéristique d'être très clairement à la base, enfin une opération financière, on pourrait dire, de bout en bout. Donc c'est un chiffre d'affaires de 22,5 millions de dollars en 2019. C'est par ailleurs un laboratoire qui est détenu par certains des plus gros fonds de pension d'investissement américains, et qui joue en permanence avec de certains qui sont, si on peut, par exemple, Vanguard Group, pour ne parler que de lui, qui est le principal concurrent d'un autre grand groupe qu'on connaît un petit peu en France depuis le débat sur les retraites, BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs du monde. Et donc on est là face à des gens qui sont parmi les plus importants actionnaires du CAC 40. Enfin voilà, on est vraiment au cœur du capitalisme mondial à domination américaine, on va dire. Voilà. Ce
ce pourquoi il ne faut vraiment pas être naïf sur tout ça. Hein. On est sur des gens qui tiennent les rênes de la finance mondiale, qui sont des actionnaires par ailleurs dans les GAFA, dans un tas de secteurs industriels. Voilà, ce sont vraiment des énormes superpuissances financières du monde d'aujourd'hui. Donc ce laboratoire qui promeut son médicament, le remdesivir, et alors vous avez dit les deux choses. La première chose, c'est que il n'y a à ce jour aucune étude scientifique qui montre l'intérêt de ce médicament. C'est très clair. Hein. J'en fais le point et la démonstration très précise dans l'avant-dernier billet là, de mon blog. Il n'y a aucune étude scientifique. Il y a tous les effets d'annonce qu'on veut par ailleurs et tous les coups de pub et tout le marketing. Mais d'un point de vue scientifique, il n'y a absolument rien qui puisse dire qu'il y a une quelconque efficacité dans la lutte contre le Covid de ce médicament. Mais par contre, il y a un très intense lobbying aux États-Unis qui passe par l'agence sanitaire américaine, hein, la Drug and Food Agency, et qui passe par le conseiller à la santé de Donald Trump, hein, qui est monsieur Fauci, selon la prononciation. Alors l'histoire, c'est qu'ils ont réussi aux États-Unis à faire petit à petit à faire rentrer ce médicament comme préconisation majeure. Ils vont sans doute réussir à l'imposer, on va dire. Et l'histoire, c'est que compte tenu de ce débat et de ce vide qui a été créé en France, par naïveté ou plus ou moins organisée, encore une fois, je ne me permettrai pas aujourd'hui de le dire, mais on le dira un jour, et avec la complicité des médias, encore une fois, dans leur grande naïveté, ce médicament, en quelque sorte, et cette stratégie a traversé l'Atlantique et est en train de débarquer en France. C'est pour ça que ceux qui suivent cette question-là ont pu voir dans la presse, depuis une semaine, de plus en plus d'articles sur ce remdesivir, plus ou moins dithyrambique, donnant plus ou moins de détails, etc. Mais en tout cas, l'Institut, en faisant une question, le posant là, alors qu'encore une fois, scientifiquement, c'est juste zéro. C'est juste zéro. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu, tel qu'il est aujourd'hui. Et le drame de l'histoire est que, donc, encore une fois, en l'état actuel des connaissances, donc ça ne sert à rien. Les autres médicaments, encore eux-mêmes, il y en a encore d'autres, on va peut-être pas tous les lister, mais soit à ce jour n'ont toujours pas fait la preuve de leur intérêt, voire sont vivement déconseillés au terme des études qui existent, en particulier parce qu'ils auraient des effets secondaires trop importants. Ce qui est l'occasion peut-être de dire un mot d'ailleurs sur un des aspects, on va dire, de la grande organisation anti-Raoult et anti-hydroxychloroquine. Hein. Parmi les arguments, il y avait ceux qui portaient donc sur la personnalité de Didier Raoult. Ça, c'était vraiment pour les plus paresseux et les plus nuls des gens, hein, malheureusement. Après, le stade d'après, c'était de dire regardez, il n'y a pas la vraie bonne méthode comme il faut, ce qui était une évidence. Le professeur Raoult lui-même, d'ailleurs, disant depuis des années je n'aime pas cette méthode, voilà pourquoi, et j'en propose une autre. Bon, là aussi, il faut juste se renseigner un petit peu plus. Et puis, il y a eu le troisième argument qui est arrivé après, consistant à dire oula, attention, l'hydroxychloroquine, ça a des effets secondaires cardiaques en particulier tout à fait importants. Or, c'est une fable, hein, ce sera le sujet du prochain article de mon blog dans les jours qui viennent. C'est une fable. Hein. Il y a certes un effet de notoriété, comme on dit, hein, qui a alerté les pharmacologues récemment, et on a pu trouver ici ou là, ça se compte sur les doigts d'une main, les fameux 4 cas qui sont rapportés depuis des semaines dans la plupart des articles, en liaison avec ce que dit le Centre régional de pharmacovigilance de Nice, chose très précise et extrêmement limitée. Là aussi parce que la plupart des gens ignorent ou font mine d'ignorer que l'hydroxychloroquine, encore une fois, c'est pas du tout un truc récent fabriqué par un laboratoire qui veut s'en mettre plein les poches, pas du tout. C'est des choses qui en réalité sont des antiviraux utilisés comme des antipaludéens qui existent depuis les années 1950. Ça fait 70 ans, pour résumer. Ça fait 70 ans que donc des centaines de millions, peut-être des milliards de personnes sont encore aujourd'hui, notamment évidemment dans les pays pauvres, hein, par exemple en Afrique, où par ailleurs on a certains des taux les plus faibles d'infection au Covid, sont utilisés absolument massivement. Ensuite également dans le traitement particulier de certaines maladies, hein, en rhumatologie, le lupus, etc., sans que jamais personne
jamais personne n'ait remarqué que c'est des effets secondaires majeurs. Je dis bien jamais personne. Hein. Évidemment, c'est une question de dosage. Hein. C'est comme là aussi, il y a des naïvetés ou de la malhonnêteté intellectuelle dans tellement de discours, gens qui disent ah mais regardez à tel endroit ils ont dû l'arrêter parce que ben oui, sauf qu'ils mettaient 3 fois la dose qu'il faut prescrire. Enfin, il faut rappeler de ce point de vue-là que n'importe quel médicament peut devenir mortel hein, si on avale la boîte entière d'un coup. C'est vrai du Doliprane. Il y a d'ailleurs chaque année des accidents parce que le Doliprane détruit le foie, hein, voilà, chaque année, bon. Et beaucoup plus. Voilà. Donc c'est là aussi une grande malhonnêteté ou une grande naïveté. Donc évidemment, tout est dans le dosage, hein, c'est fondamental. C'est pour ça qu'il y a des recommandations très précises et que le protocole de Marseille, là aussi, est très précis, contrôle ça, minute ça, monitoring ça, comme on dit aujourd'hui, dans le suivi de tous les impacts que ça a, pas simplement en termes cardiaques, mais sur beaucoup d'autres critères médicaux, avec des études cardiologiques, rythmologiques extrêmement précises. Voilà. Bon. Donc c'est une fable. Hein. Par contre, dans le cas d'autres médicaments, ce que je disais avant, clairement, là, le consensus aujourd'hui consiste à les arrêter parce que les effets secondaires sont trop importants. Et alors, on va finir sur une dernière question et on laissera les auditeurs nous poser des questions. Bon, moi, écoutez, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'élus, de gens de la population, même certains scientifiques qui portent plainte contre l'État parce qu'ils estiment qu'on n'a pas pris toutes les mesures de prévention pour soigner justement cette maladie, et notamment l'État qui avait, rappelez-vous, organisé les élections le premier tour, sachant que c'était une épidémie, qu'il y avait une propagation de virus, etc. Et qu'en fait, ces gens-là sont tombés malades. Mais en même temps, en tant que députée européenne, là, j'ai regardé les chiffres sur l'Europe. Alors, vous savez qu'il y a différentes stratégies en Europe. Vous avez la Suède qui n'a pas confiné, qui a par contre développé toutes les mesures de distanciation, de port de masque, etc. Mais les bars sont ouverts, les restos sont ouverts, les écoles sont ouvertes, etc. Et qui ont peu de morts par rapport à leur population. Bon. Vous avez les Pays-Bas, il y a eu des confinements, mais beaucoup moins stricts qu'en France. Vous avez l'Allemagne, où il y a quoi ? Il y a entre 5 et 6 000 morts pour 83 millions de personnes. Et quand on regarde les chiffres en France, on est à combien maintenant ? 26 000 morts pour 66 millions de personnes. Alors, moi, la question que je vous pose, c'est comment expliquer ces différences au niveau des morts ? Alors, on a ces pays qui sont l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la France, où il y a un taux de mort quand même très important par rapport à leur population. Et puis, des pays comme Pays-Bas, Suède, Allemagne. Surtout l'Allemagne, moi, je suis très impressionnée par ça. Alors, j'ai regardé un peu plus en détail, j'ai regardé le nombre de lits de réanimation. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de lits de réanimation qu'en France. C'est entre 30 000 lits de réanimation, vous voyez, pour 83 millions d'habitants. En France, on est à 5 000 lits. Donc, on voit que la politique d'austérité, ça a eu quand même des conséquences. Mais il y a eu une politique de diagnostic qui a été très importante en Allemagne et beaucoup moins en France. Donc, moi, j'avoue que je me dis, si on avait eu une politique de prévention, de préparation, comme vous disiez en introduction, où on était dans l'impréparation totale, hein, peut-être qu'on aurait pu éviter des morts. Et en pratiquant le traitement, même s'il n'est pas parfait, enfin, il n'y a rien. Tout à l'heure, vous parliez de tout blanc, tout noir, mais au moins, ça aurait diminué la charge virale des individus pour pas qu'ils fassent après cet orage cytokinique, là, cette inflammation au niveau de l'appareil respiratoire. Parce qu'une fois qu'on est en réanimation, alors là, c'est plus compliqué quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, les choses suivantes. D'abord, oui, c'est une évidence qu'on aurait pu, comme dans d'autres pays, éviter des morts. Ça, c'est tout à fait certain. Le chiffrer, c'est évidemment tout à fait impossible. Hein. Comment chiffrer précisément ce qui n'est pas arrivé ? Bon, voilà. Voilà. Mais c'est tout à fait certain. Alors, mais ça dépend d'un ensemble de facteurs. Encore une fois, c'est un minimum complexe. C'est-à-dire que la question, c'est la stratégie globale. C'est la stratégie médicale globale, c'est les medical guidelines, comme on appelle ça dans la plupart des pays. Qu'est-ce qu'on a comme organisation globale depuis le dépistage jusqu'au traitement
c'est toutes les étapes. Hein. Donc il y a dépister. C'est une première différence et une égalité majeure entre les pays. Et en France, on est évidemment très mauvais là-dessus. Ensuite, il y a une fois donc dépister, ensuite pour mettre en quarantaine, isoler, traiter les malades qui sont repérés. Pour tous les autres, prévention de contamination. Donc tout ce qui est masque, liquide, règles générales de prévention, de distance, etc., qui pour bien fonctionner suppose par ailleurs que les pouvoirs politiques qui le préconisent soient crédibles, évidemment. Hein. Il y a aussi cette question-là, bien sûr. Il y a une question politique en ce sens-là. Hein. Il y a la question de la confiance qu'une population a dans ses élites, de qui incarne d'ailleurs cette gestion politique, qui le prend en charge. En France, on sait qu'on est dans des systèmes comme en Angleterre, comme en Italie, de personnalisation à outrance des choses qui sont sans doute très très mauvais, évidemment, pour tout ça. À l'inverse, il y a des pays comme la Corée du Sud, par exemple, où il y a eu un excellent rapport d'un de mes collègues du CNRS il y a une semaine, où au contraire, c'est l'agence médicale qui pilote tout ça, hein, et il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas de people dans tout ça. C'est l'agence médicale qui le contrôle, qui peut même donner d'ailleurs des consignes, voire des ordres au ministère de l'Intérieur en disant ce qu'il faut faire, etc., avec une adhésion très forte de la population, une confiance très forte de la population. Ça, c'est évidemment un facteur important qu'on néglige en France parce qu'on ne peut pas voir la réalité qui est au contraire le discrédit, malheureusement, en général, qu'on voit bien dans... Mais oui, on le voit dans toutes nos enquêtes qu'on fait par ailleurs, beaucoup d'enquêtes de sciences politiques sur la confiance envers les institutions, la confiance envers les autorités publiques, envers les élus, etc. Bon, tous les indicateurs sont désastreux, absolument catastrophiques. Hein, donc il y a cette confiance-là qui malheureusement manque aussi beaucoup. Ensuite, il y a la question du traitement qui lui-même se divise en phase préventive de médecine de ville, et ensuite en phase d'hospitalisation jusqu'à la phase éventuelle de réanimation. Bon, c'est toutes ces étapes-là, en fait, qui forment une stratégie médicale globale qui fait défaut, très clairement, hein, qui fait défaut. Et c'est sur tous ces aspects-là, en fait, qu'il faudra, le moment venu, évaluer ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, etc. Et tous les retards qui ont été pris depuis longtemps. Et là aussi, il y a eu beaucoup de chercheurs qui l'ont dit, y compris dans des tribunes, dans les médias que tout le monde peut lire, pour expliquer comment, au fond, toutes les recommandations et tous les systèmes de prévention et toutes les parades qui avaient été conçues intellectuellement comme concrètement, matériellement, après les grandes épidémies des années 2000, parce que là aussi, les plus jeunes d'entre nous voient ça comme un truc incroyable, parce que ce qui est nouveau, c'est le confinement. Mais le fait que des pandémies traversent la planète, c'est pas nouveau du tout. En réalité, ça revient très très régulièrement. Ce qui est nouveau là, c'est que ce soit les pays d'Europe de l'Ouest riches qui soient touchés de plein fouet. Mais en réalité, c'est banal à l'échelle de l'histoire récente du monde. Donc, à la suite des précédentes épidémies, il y a eu toute une série de travaux qui ont défini ce qu'il faudrait faire quand arriveront les prochaines. Voilà. Ces choses-là sont claires, sont écrites, elles sont publiques, on peut les trouver même sur Internet. Et ce qui est sidérant, c'est de voir évidemment comment ces dernières années, parce qu'on n'était pas touché, hein, parce que la dernière grande attaque virale Ebola, ça avait concerné l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, c'était très très loin de chez nous, tout ça. Donc on pensait que ça avait disparu. Et donc en fait, on a oublié toutes ces recommandations, on a oublié toutes ces préventions, on a oublié qu'il fallait être capable de dépister, on a oublié qu'il fallait avoir des masques en réserve au cas où, on a oublié qu'on a continué à réduire le nombre de lits d'hôpitaux de plus en plus, etc. C'est-à-dire qu'on s'est en fait tiré une balle dans le pied, quoi. Hein. Et pourquoi ? Uniquement parce qu'il fallait faire des économies dont on s'aperçoit aujourd'hui que en fait on les a faites sur ce qui est tout simplement vital en réalité, notre capacité à nous protéger face à des pandémies mondiales. Voilà. Bon, je pense qu'il est temps qu'on passe aux gens qui nous écoutent, et je crois qu'il y a toute une série de questions. Donc, Adrien, tu peux nous dire un peu les questions qui reviennent le plus ? Oui, vous m'entendez bien ? Adrien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Adrien ? Ouais, je suis là. Alors, on a beaucoup de questions. Merci beaucoup à vous deux pour vos interventions.
Il y a une première série de questions sur le constat que vous faites, Laurent, sur le fait qu'il y ait moins de morts dans les Bouches-du-Rhône par rapport à d'autres aires urbaines prises en comparaison. Est-ce que vous pourriez un peu élaborer là-dessus? Je vais faire la liste des questions et puis après répartir un peu la prise de parole. On a aussi beaucoup de questions sur la chimie verte et sur les substances naturelles qui pourraient être des alternatives à l'hydroxychloroquine et à d'autres substances chimiques. On parle de Artemisia annua notamment, qui avait été mis au tout début de la crise en avant pour ses facultés de traitement du paludisme et d'autres maladies tropicales. On a aussi la question des brevets. Pour beaucoup, le fait que Gilead et d'autres laboratoires se mettent en avant dans le fait de proposer des traitements contre le Covid-19, cherchent en fait à maximiser des brevets et à continuer un peu la politique industrielle classique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez, par exemple, que Gilead pourrait mettre dans sa stratégie le fait de ne pas se rétribuer ou de donner la molécule de manière un peu gracieuse? Ça paraît envisageable, ou est-ce qu'on va repartir sur du business as usual? Et puis, c'est à peu près tout. On a il y a des questions sur la loi Kouchner aussi. Comment peut-on faire pour obliger les médias et les médecins à respecter la loi Kouchner et qu'ils déclarent leur conflit d'intérêts avec les laboratoires avant de prendre la parole dans les médias? Voilà ce qu'on a à peu près comme question. J'espère avoir fait le tour. Je redonne la parole à Michel et puis après à Laurent si ça vous convient. Ok. Bon, moi je vais répondre un peu sur chimie verte, Artemisia et brevet, puis peut-être la loi aussi. C'est pas Kouchner, c'est Xavier Bertrand d'ailleurs. Bon, sur la chimie verte, moi j'avoue que j'ai regardé. D'abord, je trouve qu'on n'a pas entendu du tout des médecins parler de la prévention pour renforcer le système immunitaire. Parce qu'il y a quand même des médecins qui vous disent, bon, il faut renforcer le système immunitaire par rapport à la vitamine C, vitamine D3, etc. Et là, je trouve qu'il aurait été quand même judicieux, vous voyez, que des médecins puissent parler de ça. Bon, comme ça aurait aidé les personnes au moins à se renforcer eux-mêmes. Ça, on n'a rien entendu là-dessus, si ce n'est des gens qui sont branchés là-dessus, qu'on a par les réseaux sociaux. Sur Artemisia, j'avoue que, vous savez, je suis beaucoup en lien avec Madagascar. C'est surtout à Madagascar, vous savez, qui est le pays où il y a énormément d'utilisation des plantes médicinales. Et là, ils utilisent ça, mais alors il n'y a pas du tout d'études. Et c'est surtout le président de la République, d'ailleurs, qui se balade toujours avec son flacon rempli de liquide contenant de l'artémisia. Alors, ce qu'a fait l'OMS, et moi, alors là, je suis un peu désolée, mais j'attends un peu les résultats, ils ont demandé à ce qu'il y ait une étude là-dessus. Alors que nos grands experts français disaient non, c'est du pipeau, etc. Bon, qu'on fasse une étude sur l'artémisia par rapport au Covid. Il y a la même polémique d'ailleurs sur le paludisme avec l'artémisia, mais à l'heure actuelle, moi, je ne suis pas capable de répondre là-dessus. En tout cas, ce que je sais aussi à Madagascar, c'est qu'ils ont utilisé le protocole de Raoult. Parce que quand j'ai eu des médecins là-bas, ils m'ont dit, bah, écoute, nous, tous les cas qui sont Covid, eh bien, on leur donne de l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine, l'antibiotique, et pour l'instant, on n'a pas de mort. Bon. Alors, là où je voudrais intervenir, c'est les brevets. Moi, écoutez, ça fait des années que je me bagarre sur le fait que souvent, on finance les laboratoires pharmaceutiques. Je me souviens sur Ebola, c'est l'Europe qui a participé au financement des études cliniques. Vous voyez, parce qu'il y a un fonds qui s'appelle l'IMI, hein, Innovation Medical Initiative. On a donné des millions d'euros et il n'y a pas de conditions.
Regardez, lundi dernier, la présidente de la Commission européenne a fait un grand raoult avec tous les donateurs en vue d'une vaccination prochaine. Elle a récolté 7,5 milliards d'euros pour financer la recherche, mais il n'y a pas de conditionnalité par rapport aux laboratoires qui vont sortir les vaccins. À l'heure actuelle, il y a plus d'une centaine de vaccins, dixit l'OMS, en vue de vacciner les gens contre le coronavirus, qu'on aura dans 18 mois ou dans 2 ans d'ailleurs, et on ne leur demande pas d'enlever leur propriété intellectuelle, le fait qu'il n'y ait pas de brevet, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on finance avec des deniers publics du privé qui va utiliser un brevet après pour s'enrichir. Et comme vous l'avez indiqué, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui se font le plus de bénéfices à l'heure actuelle, au-delà de l'industrie pétrolière, au-delà de l'industrie de l'armement, etc. Donc c'est quand même incroyable qu'on soit assujetti comme ça aux laboratoires pharmaceutiques sans condition. On leur donne de l'argent public. Et tout à l'heure, enfin, on aurait pu parler avec Gilead du Sovaldi, où Sovaldi avait été financé par de la recherche publique. Et c'est carrément le laboratoire qui impose le prix du médicament, qui coûtait en France entre 42 000 et 46 000 euros le traitement pour 6 semaines. Donc ça, c'est complètement scandaleux. S'il y a de l'argent public, il faut qu'il n'y ait pas de brevet et que ça soit au prix coûtant, d'autant plus que maintenant on parle de la santé, bien commun de l'humanité. Ben, si c'est un bien commun de l'humanité, eh bien, il n'y a pas d'enrichissement personnel des labos. Et dernière chose, sur la loi soi-disant Kouchner, mais en fait, c'est Xavier Bertrand qui l'a construite sur l'affaire du Mediator. Normalement, chaque médecin doit dire ses conflits d'intérêts par rapport à un site au niveau du gouvernement où vous pouvez regarder les conflits d'intérêts. Et moi, quand j'intervenais avec des experts, je me souviens sur le scandale de la grippe H1N1, je leur demandais toujours, c'est quoi vos conflits d'intérêts? Alors, ils étaient vexés comme des poux, d'ailleurs, parce que souvent, ils me disaient, mais on n'a pas de conflit d'intérêts. Et moi, j'avais regardé sur le site du gouvernement et je leur indiquais tous leurs conflits d'intérêts. Donc ça, c'est une pratique qu'on devrait avoir, mais vous pouvez l'obtenir, justement grâce à la loi de Xavier Bertrand, sur le site du gouvernement. Voilà. Alors, à vous, monsieur Mukieli. Oui, merci. C'est très bien parce que ça me permet de ne pas répondre pour ma part à la question de la chimie verte pour une raison toute simple, c'est que je me déclare incompétent. Quand je ne sais rien, j'applique le bon vieux principe de Coluche, hein, qui est ferme ta bouche. Alors par contre, je peux dire un petit mot sur les 3 points suivants. D'abord la question des Bouches-du-Rhône. Alors on n'a pas beaucoup de données statistiques, évidemment, globalement, et pas beaucoup qui soient précises, fiables, encore moins qui soient complètes. Hein. Donc, on travaille avec des indices. Encore une fois, on fait de l'enquête. On travaille avec des indices, on les creuse, etc. Et j'ai publié sur le blog deux articles, hein, un qui porte sur des comparaisons internationales. Alors, c'est évidemment le plus fragile, pour tout un tas de raisons. Il y a beaucoup d'autres facteurs, évidemment, beaucoup de facteurs qui entrent en compte quand on veut calculer un taux de mortalité. Et puis par ailleurs, les systèmes d'enregistrement de différents pays sont pas évidemment pas les mêmes. Bon. Mais j'en ai publié un deuxième qui, lui, porte sur la comparaison des départements français. Donc là, on est bien dans un seul pays, on a le même système. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait évidemment de travailler sur la mortalité hospitalière. Hein. On n'a pas de chiffres et de répartition, machin, etc., sur les EHPAD, ni sur les personnes qui sont mortes au domicile, non, qui sont mortes du Covid, hein, ou au moins principalement de ça. Voilà. Donc, et la mortalité, bah oui, et sur la mortalité hospitalière, bah écoutez, la source est très claire. Hein, c'est encore une fois une des grandes agences françaises, hein, sanitaires, c'est Santé publique France, et les données qu'elle publie. On peut savoir pour chaque département combien de personnes au jour le jour rentrent à l'hôpital et combien de personnes en sortent, que ce soit parce qu'elles rentrent chez elles ou parce qu'elles sont décédées. Bon, donc on peut calculer un taux de mortalité hospitalière. Et quand on fait ça, eh bien, on s'aperçoit que y a une sorte d'exception des Bouches-du-Rhône. Hein. Alors, l'article, il faut le lire encore une fois sur le blog, hein, l'article ne prétend pas en livrer l'explication finale, mais il dit, là aussi, il dit simplement, l'honnêteté intellectuelle consiste à regarder les faits.
et à pas cacher, encore une fois, sous la table, dégager sous le tapis cette réalité qui est qu'il y a presque il y a un taux de mortalité qui est presque 2 fois inférieur dans les Bouches-du-Rhône, ça dépend des jours, des mini-périodes, qui a pu être jusqu'à 2 fois inférieur de ce qu'il est dans la région parisienne. On ne peut pas ne pas s'interroger, sachant par ailleurs tout ce qu'on sait sur ce qui se passe à Marseille, évidemment. Il n'y aurait pas de stratégie, il n'y aurait pas d'institut, il n'y aurait pas d'affaires à out. Bon, voilà, il aurait fallu vraiment chercher. Mais là, évidemment, on ne peut pas ne pas se poser la question. Et je précise bien que cette spécificité relative des Bouches-du-Rhône, on ne la compare pas avec la Creuse. Hein. On la compare évidemment, il faut la comparer évidemment avec des départements urbanisés comparables. Une comparaison très intéressante, c'est la région parisienne, mais évidemment le département du Rhône aussi, avec la ville de Lyon, dont on sait par ailleurs qu'elle est mieux équipée, plus riche, y compris du point de vue hospitalier. Hein. Voilà, donc quand on fait des comparaisons, encore une fois, avec des types de sociétés, des niveaux d'urbanisation, des niveaux de circulation, les aéroports, machin, bref, qui sont comparables, on ne peut pas ne pas voir cette différence relative des Bouches-du-Rhône. Sur la question des brevets, c'est aussi une très bonne question. La grande différence, évidemment, si on veut faire un petit match hydroxychloroquine versus Redemsivir, il n'y a pas photo. Enfin, la différence est majeure. D'un côté, on a un médicament dont, évidemment, son fabricant, Gilead, cherche à gagner un maximum et potentiellement, effectivement, de fait, des milliards d'euros ou de dollars, parce qu'il est breveté et qu'il entend bien le vendre ainsi. Il n'a jamais été question qu'il le donne gratuitement, sauf quand c'est pour faire des essais, des études, voilà. Mais sinon, évidemment, pas du tout qu'il le mette gratuitement à disposition de tout le monde, jamais. Pas plus que par le passé dans les précédentes épidémies ou que sais-je. Voilà. Et c'est toute la différence, évidemment, avec l'hydroxychloroquine, où on parle là de médicaments. Le plus connu, la chloroquine de base, c'était ce qu'on appelle le Plaquenil, qui jusqu'à une date très récente pouvait s'acheter directement en pharmacie, même sans prescription. Toute personne ça a été mon cas d'ailleurs il y a quelques années, toute personne qui va faire un voyage et qui risque de se promener dans une zone tropicale, aller prendre ça en prévention du palu, tout simplement. Voilà. Alors, la grande différence, c'est que ce médicament est depuis longtemps tombé dans le domaine public, qu'il n'y a pas de brevet, et que la boîte de Plaquenil, elle s'achetait 2,20 €, 2,20 € en pharmacie. Alors que le Redemsivir, qui par ailleurs est un médicament qui s'injecte par intraveineuse, c'est quelque chose dont déjà le coût de production, il est déjà 12 fois supérieur, je crois, de mémoire, mais par ailleurs tout le protocole pour son administration, etc. Bref, au final, en fait, ça coûte des milliers d'euros par patient. D'où le jackpot, évidemment, pour celui qui arriverait à faire en sorte que tel ou tel État en fasse son médicament généralisé, couvre tous ses hôpitaux avec, etc. Gilead cherche évidemment à faire ici ce qu'il a déjà fait, en fait. Parce que là aussi, quand on fait un petit peu de recherche, très vite, on va tomber sur l'affaire de l'hépatite C, et s'apercevoir que c'est le même laboratoire qui, il y a quelques années, a déjà fait le coup sur l'hépatite C, et que ça a coûté à l'assurance maladie en France, mais comme dirait l'autre, un pognon de dingue. c'est quand même assez hallucinant. Et que déjà, à l'époque, un certain nombre de conflits d'intérêts se manifestaient chez un certain nombre de grands médecins, et que certains de ces grands médecins sont les mêmes que ceux qui sont aujourd'hui dans l'affaire. Ce qui fait la bonne liaison pour la troisième question: comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ce problème des conflits d'intérêts, malgré la loi Bertrand, malgré la mise en place des sites Internet, malgré le fait qu'on peut effectivement, en passant un petit peu de temps sur ces sites, sortir la liste, et les gens qui vous disent qu'ils sont blancs comme neige, on peut leur dire: tiens, c'est bizarre, en janvier, machin, vous étiez pour 3 000 € à tel endroit, en février, bidule, vous étiez invité par le même laboratoire pour 3 000 €, et bon, voilà. Je dirais que le problème, mais c'est comme pour la corruption chez les élus. On n'arrive pas à sortir du problème, sauf de temps en temps, il y a une procédure judiciaire qui aboutit une fois de temps en temps. Mais à mon sens, on n'en sortira que le jour où la peine principale encourue pour n'importe quelle forme de corruption par un élu sera l'inéligibilité de très longue durée, et si possible à vie. Voilà. Tant qu'il n'y a pas cette mesure-là, c'est-à-dire quand on ne traite pas le cœur du problème,
le cœur du problème. Pourquoi ces gens pratiquent de la corruption? C'est parce que leur obsession est uniquement d'être réélus. Si on les empêche d'être réélus, on a réglé le problème. L'antivirus, c'est celui-là, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc là, c'est évidemment la même chose qu'il faut appliquer ici dans le domaine. Il faut non pas obliger les gens à déclarer, machin. Si la preuve est faite que ça ne change rien, ben ça veut dire qu'il faut dès le départ, toute personne qui a des conflits d'intérêts qu'on peut prouver doit être d'emblée exclu de tout cercle de décision. Point final. Si on ne fait pas ce genre de mesures radicales main propre, on ne sortira jamais du problème. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça ne touche pas seulement la santé, ça touche l'agroalimentaire. Et alors, sur le plan européen, c'est souvent le pompon. Hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a énormément d'experts, d'ailleurs, qui sont au sein des agences européennes et qui ont des conflits d'intérêts avec l'industrie. Et alors ça, c'est sûr que les conclusions... Alors moi, j'avais demandé, là, dans mon bouquin, là, le racket des laboratoires pharmaceutiques, qu'il y ait un pool d'experts indépendants payés par l'État, vous voyez, pour évaluer les médicaments. Alors, que leur expertise, ça dure 5 ans, par exemple, qu'ils soient, vous voyez, renouvelés, enfin pas renouvelés, justement, qu'on change d'expert tous les 5 ans, mais qu'ils soient payés par l'État pour faire l'évaluation des médicaments. Parce que moi, quand c'est des experts qui ont fait des contrats, parce que vous voyez, la corruption des médecins, souvent, ou des professeurs, c'est souvent quand ils ont un contrat avec des études cliniques par rapport au laboratoire. Parce que là, ils touchent des centaines de milliers, si ce n'est des millions d'euros. Et donc là, ben, c'est sûr que si vous avez touché autant d'argent, vous n'allez pas être critique sur la molécule que vous avez analysée. En tout cas, en conclusion, moi, je vous remercie énormément de cet échange parce que vous avez montré le problème des conflits d'intérêts qui vont jusqu'à voyez, manipuler l'information scientifique. On voit que d'un point de vue scientifique, et quand on voit les études, il y a une complicité au niveau des médecins, quand même, qu'ils n'emploient pas le protocole de Raoult. Vous voyez, soit ils utilisent qu'une molécule, pas au même dosage. Enfin, c'est quand même incroyable, je trouve. Et que ça, c'est assez dangereux parce que quand je vois la Kotka, le professeur Raoult, qui était inconnu au bataillon, il y a, enfin, je dirais de la population, vous avez vraiment ce concept de population et d'élite. Vous voyez et d'ailleurs, si M. Macron est allé visiter le laboratoire, notamment l'Institut du professeur Raoult, c'est bien parce qu'il a senti que la population soutenait cette personne-là, qui avait mis le pied dans la fourmilière et qui avait dit « Écoutez, vous ne voulez pas faire des diagnostics? Eh bien, moi, j'en fais. Vous ne voulez pas traiter seulement avec le Doliprane? Moi, j'ai un médicament qui peut traiter et qui fait en sorte à ce que j'ai moins de morts par rapport aux études que j'ai conduites. » Alors, je ne dis pas qu'il a la vérité, hein, ce n'est pas ça, parce que moi aussi, je voudrais que les études, elles soient les plus performantes possibles. Mais enfin, pour l'instant, on a ça, on a d'assez bons résultats. Vous en avez parlé tout à l'heure au niveau des Bouches-du-Rhône et puis dans la population de Marseille, et qu'il y a énormément de médecins qui l'ont pratiqué sans le dire, parce que eux aussi, moi je pense à la médecine libérale, on s'aperçoit que dès qu'ils sortent des sentiers battus ou du protocole, ou pas de protocole d'ailleurs, hein, que leur impose l'État, eh bien, ils sont soumis à la pression de l'ordre des médecins, ce qui est assez incroyable. En même temps, ça a montré aussi notre dépendance par rapport à la mondialisation, parce qu'on n'a pas parlé de la pénurie de certains médicaments. Moi, j'ai vu que dans les réanimations, il manquait souvent des sédatifs, il manquait des analgésiques, il manquait des antibiotiques, parce qu'on a tout confié au marché en disant on achète le moins cher, la plupart des matières actives proviennent de Chine ou d'Inde, et que nous, après, on n'était plus capable, vous voyez, d'avoir les médicaments de base. Et cette pénurie des médicaments, il faut absolument qu'on ait des établissements publics. Donc j'espère que cette crise, elle servira pour l'après. Et que, en tout cas, moi, sur le plan européen, je vais me bagarrer pour qu'il y ait un établissement public, vous voyez, qui fabrique ces matières actives pour qu'on ait une souveraineté, je dirais, au niveau de la santé, ce qui n'est pas le cas.
et on le voit tous les jours. Alors, ça touche bien sûr les médicaments, mais ça touche aussi les masques, ça touche aussi, vous voyez, tout ce qui est hydroalcoolique. On dirait qu'on a perdu notre industrie et qu'on s'est confié au marché. Or, le marché n'a pas du tout l'objectif de l'intérêt commun ou de l'intérêt général. Voilà, bah écoutez, merci à tous les gens qui nous ont suivis. Mais on continuera ces débats parce que comme les médias aussi sont très pris par cette pensée unique, et c'est ça qui m'alarme beaucoup, il n'y a pas assez de débats contradictoires comme ça, où il y a des fois d'autres sons de cloche, et c'est les réseaux sociaux qui assurent justement un peu cette diversité d'avis, à la fois scientifique, mais à la fois sociétale. Merci, Monsieur Laurent Mukeli. Merci beaucoup, Madame Evrazy. Merci à vous deux, merci à tous et bonne soirée. Bonsoir.